À trop construire le futur sur le passé, on finit par oublier le présent. Bonjour. Algorithme. Nom masculin issu du patronyme du mathématicien perse Al-Khwarazmi, né il y a plus de 1200 ans du côté de l'actuel Ouzbékistan. Définition, suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Bref, notre cerveau utilise des algorithmes à chaque instant et ce, depuis des millénaires. Prenons une recette de cuisine. Vous avez les ingrédients, une liste d'instructions qui vous permet de réaliser votre plat préféré et si le résultat est bon, alors c'est que l'algorithme, ici la recette, est efficace. Sortons maintenant de notre cerveau en chair et en neurones pour entrer dans celui en cuivre et silicium des machines. Ces dernières décennies, la croissance des capacités de calcul informatique et l'explosion des flux de données numérisés, coucou Big Data, ont permis de développer tout plein d'algorithmes. Certains s'avèrent très utiles. En janvier 2018, la FDA, l'agence du médicament américaine, a autorisé l'utilisation en milieu hospitalier de l'algorithme Wave Clinical Platform. Il analyse en temps réel les constantes vitales d'un ou d'une malade, en surveille des variations infimes et les recoupe avec ses antécédents médicaux et familiaux. Il peut ainsi détecter jusqu'à 6 heures en amont l'imminence d'une crise cardiaque ou d'une insuffisance respiratoire mortelle. Merci l'algo. L'un des éléments clés d'un algorithme est la définition de son succès par celles et ceux qui le codent. Pour Wave Clinical Platform, par exemple, c'est la survie du patient. Classe. Mais prenons au hasard l'algorithme qui gère la liste des vidéos à suivre sur YouTube. Vous savez, la colonne, là, juste à droite, ou en dessous. Son objectif est simple, vous garder le plus longtemps possible pour vous montrer le plus de publicité. Or, cet objectif peut mener à quelques biais. D'après une étude menée par Algo Transparency sur les 3 mois qui ont précédé les dernières élections présidentielles américaines, pour des recherches sur les termes Trump ou Clinton, l'algorithme de YouTube aurait recommandé 6 fois plus de vidéos en faveur de Donald Trump que d'Hillary Clinton. Évidemment, rien d'intentionnel là-dedans. L'algorithme a simplement détecté que les vidéos pro-Trump, plus sensationnelles et radicales, permettaient de garder les audiences plus longtemps sur le site, sa fameuse variable succès. Autre élément essentiel d'un algorithme, les données qui permettent de l'entraîner. Demandons à Google de traduire en français le nom neutre anglais doctor. La réponse est un docteur, masculin par défaut. Pour avoir une doctoresse, il faut écrire female doctor. A l'inverse, nurse, lui aussi neutre en anglais, est traduit par infirmière. Pour avoir infirmier, vous devrez préciser male nurse. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de Google se base sur l'analyse de millions de textes venus de notre passé, là où les docteurs étaient principalement des hommes et les infirmières des femmes. Mécaniquement, il transforme donc ce passé en présent éternel. En 2015, des chercheurs et chercheuses de l'université de Carnegie Mellon simulent les visites de 1000 utilisateurs, 500 hommes et 500 femmes, sur les 100 plus gros sites d'offres d'emploi. Devinez quoi? Les profils masculins se voient proposer des emplois à haut salaire 1800 fois contre 300 fois pour les profils féminins. Là encore, les algorithmes enracinent dans le présent les inégalités du passé. Et ça peut devenir dangereux. Prenons le terrorisme. Ici, les flux de données sont analysés avec le secret espoir de détecter une dangereuse aiguille dans une angélique botte de foin. Sauf qu'il n'y a pas de profil type pour un terroriste. Et une micro-erreur peut vite coûter cher. Imaginons un algorithme qui ne génère qu'1% de faux positifs. Sur 60 millions de personnes, ça fait quand même 600 000 citoyens et citoyennes suspectés à tort. Au Pakistan, la NSA utilise l'algorithme Skynet pour identifier des terroristes potentiels à partir des données mobiles. Les noms identifiés sont ensuite inscrits sur une kill list soumise à l'état-major et au président américain. Mieux vaut ne pas faire partie des faux positifs. Aujourd'hui, de nombreux crédits sont soumis à la validation d'un algorithme, enfermant les plus pauvres dans leur pauvreté. Dans certains tribunaux américains, avant une remise en liberté, les risques de récidive sont aussi évalués par des algorithmes. Là encore, les biais et les clichés des années passées sont confortés par les algorithmes. Omniprésent et souvent caché derrière le secret industriel, il est aujourd'hui essentiel de questionner les algorithmes. Car il est possible de les entraîner avec des flots de données différents et de leur fixer d'autres objectifs que la rentabilité ou l'optimisation permanente. En France, la caisse d'allocation familiale travaille sur un algorithme permettant de repérer les ménages ayant droit à des aides mais qui n'en font pas la demande. Il doit être déployé en 2019. Qui a dit que l'égalité ne pouvait pas être codée ? Interview Soline Le Désert, première. Donc je m'appelle Soline Le Désert et je suis journaliste et web designeuse indépendante. Aujourd'hui, les gens qui financent beaucoup l'intelligence artificielle, c'est en grande majeure partie les entreprises. Donc les GAFAM,
plus IBM. Donc GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Mais aussi les grands groupes chinois, donc les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Les algorithmes servent avant tout les gens qui les financent, et pas vraiment les populations qui en bénéficient. Alors après, il y a une sorte de deal implicite entre les utilisateurs à qui on donne gratuitement tous ces outils et à qui on promet des expériences utilisateurs qui vont permettre de gagner du temps, être plus connectés aux autres. Les gens sont contents, ils peuvent l'utiliser gratuitement. Sauf qu'en fait, c'est un prix énorme, qui est qu'on donne nos données à ces plateformes et qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils en font. Il y a une grande opacité sur les algorithmes aujourd'hui. Pour ceux qui sont faits par des entreprises, parce qu'ils sont protégés par le secret des affaires. Donc on dit, par exemple, on ne va pas donner l'algorithme de Google Search, quand vous cherchez quelque chose sur Google, parce que les gens vont essayer de le manipuler pour apparaître dans les premiers rangs des résultats de recherche. Et ensuite, un peu plus bizarrement, il y a les États et les administrations qui sont un peu frileux en fait de révéler leurs algorithmes. Aussi, je pense, par une sorte de crainte qui est que si les gens savent, ils vont vouloir en discuter et il va falloir prendre le temps d'organiser un débat public autour de comment est-ce qu'on prend des décisions. Si les États veulent vraiment être au service des citoyens, eux, ils ont à veiller à ce que les décisions qui sont prises par des algorithmes, donc par exemple une collectivité qui va essayer d'attribuer des places en crèche aux jeunes parents, ou on l'a vu avec Parcoursup, pour décider de quels étudiants va dans quelle université. Là aussi, il y a des potentiels risques de discrimination. Et donc pour que la Constitution soit respectée, que les gens ne soient pas l'objet de discrimination, il y a de plus en plus de gens dans les services publics qui se disent que faire pour ne pas pénaliser les gens. C'est pour ça que c'est extrêmement lié à la démocratie en fait. Il devient urgent d'apprendre à contester et à défier les gens qui font des algorithmes. Et il est important pour ça d'avoir des chercheurs qui sont issus de la recherche publique, qui sont indépendants et qui peuvent faire de la rétro-ingénierie sur les algorithmes, c'est-à-dire essayer de deviner comment ils sont faits, voir quels sont leurs résultats. Il est important d'avoir du journalisme. Et ça, ça commence à arriver. Aux États-Unis, il y a ProPublica, qui est un média qui fait de l'investigation sur les algorithmes notamment. Et puis aussi des associations de consommateurs, tout simplement, ou de citoyens même, qui disent, un peu comme nous on l'a fait avec Algo Transparency, qui disent écoutez, là, super ce que vous faites, mais ça a un impact que vous n'aviez peut-être pas prévu. Est-ce qu'on peut en discuter Et en dernier lieu, il y a évidemment, il faut qu'il y ait une justice qui comprennent ces enjeux, une justice et un législateur et un régulateur, c'est-à-dire des gens qui représentent l'intérêt commun et qui vont venir réguler en fait ces activités-là. Sur la question des solutions, il y a vraiment une réflexion à mener déjà, quelle que soit votre position dans la société, sur est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser un algorithme ici plutôt que des humains. Donc si vous êtes à la tête d'une collectivité, est-ce que vraiment je vais essayer de créer un algorithme pour distribuer les places en crèche plutôt que de mettre 2 personnes qui vont étudier les dossiers? Il y a une autre solution qui est aussi de s'adresser à la conscience des gens qui créent les algorithmes, ce qu'on appelle les data scientists. Et ils travaillent donc dans des administrations, dans des grands groupes, dans des petites startups. Une des choses qu'on s'est dit, c'est mais comment les gens chez YouTube qui créent ces algorithmes, à quoi ils pensent en fait le soir quand ils vont se coucher? Est-ce qu'ils se disent génial, on a augmenté nos revenus publicitaires de temps, ou est-ce qu'à un moment ils se disent mais il y a des élections, il y a une montée du populisme, est-ce qu'on participe à ça en fait? Donc on s'est demandé, peut-être qu'on peut s'adresser aux data scientists et se dire ensemble, juste de lever une discussion et de se dire qu'est-ce que ce serait que d'avoir une conduite éthique en la matière. Donc même si vous travaillez pour une entreprise, vous êtes évidemment contraint par ce que vous demande votre chef, etc. Mais à un moment, vous avez aussi en tant que data scientist un savoir énorme que d'autres gens n'ont pas, et vous pouvez informer vos collègues, votre hiérarchie, des conséquences possibles de vos calculs. Et là, du coup, on a créé un serment d'Hippocrate pour data scientists. Donc c'est un peu l'équivalent d'une charte éthique que les docteurs, tous les professionnels de la santé ont, mais là, on l'applique au champ de la fabrique des algorithmes. L'intelligence artificielle, personnellement, ça ne m'inquiète pas, c'est plutôt l'usage qu'en font les humains.
Et aujourd'hui, vu la façon dont le monde est façonné, avec notamment l'hyperpuissance des grosses plateformes qui rivalisent même avec la puissance de certains États, en fait, comme ces plateformes poursuivent des intérêts privés, même si les gens qui sont à leur tête peuvent être très bien intentionnés, etc. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire que toute cette intelligence et un peu le devenir de l'humanité entre les mains de gens qui n'ont pas, en fait, dans leur statut même, ils n'ont pas à tenir compte de l'intérêt public. Ils le font que s'il y a une pression des populations, du gouvernement. Ce qui m'inquiète, c'est moi que l'intelligence artificielle fonctionne parfaitement. Je trouve ça génial pour la médecine, pour plein de choses sur la question écologique. Qu'elle soit aux mains de grosses entreprises qui ont des intérêts privés, qui en dernier lieu veulent rémunérer leurs actionnaires, c'est-à-dire très peu de gens sur Terre. Ça, je trouve ça vraiment dommage.